complices. Le podcast qui fait grandir même les parents. Un podcast réalisé par les éditions Mango. Bonjour. Dans la famille complice, la maman, c'est moi. Chaque jour, je m'émerveille devant les progrès de mes enfants. Je m'appelle Com et j'ai 4 ans et demi. Je m'appelle Inès et j'ai 7 ans. Alors je les couvre de baisers. Mais j'ai parfois du mal à les gérer. Je leur ai appris à parler et puis à se taire. Je leur ai interdit les écrans. Mais je suis moi-même un peu addicte. Je leur parle de respect. Mais je ne cesse de crier pour leur dire d'arrêter de se disputer. Bref, je suis une mère contradictoire. Face à ce constat, je suis allée voir Anne-Claire Kleindist, psychologue clinicienne et experte en parentalité positive. J'ai compris que je n'étais pas la seule mère contradictoire, qu'il y en avait beaucoup d'autres, et des pères aussi. J'ai donc eu envie de créer un podcast qui permettrait à tous les parents de suivre ces conseils pertinents et déculpabilisants. Anne-Claire écoute depuis des années les parents et leurs enfants. À travers son approche toujours bienveillante, elle les guide sur le chemin complexe et fascinant de la parentalité. Aujourd'hui, elle vous ouvre les portes de son cabinet. Pour l'interviewer, Anne l'a fait, maman et éditrice d'ouvrages de parentalité positive. Rendez-vous pris chaque semaine pour 15 minutes de conseils et d'échanges passionnants autour des sujets de votre quotidien. Au fait, dans la famille complice, moi je suis papa et on ne m'a pas présenté. Bon, je voulais juste dire que je suis aussi derrière ce projet de podcast. On ne m'entend pas beaucoup, c'est vrai, mais j'écoute attentivement. Et vous verrez, c'est passionnant. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Anne. Ça va bien aujourd'hui ? Oui, très bien. Et vous ? Très bien. J'ai pensé pour aujourd'hui à une question, un sujet qui nous occupe beaucoup l'esprit, autant les enfants que les parents. Vous voyez de quoi je parle un petit peu ? Ah, laissez-moi deviner. Ouais. Ouais, il y en a pas mal, hein, mais... L'écran. Ce Les fameux écrans, sujet. Les fameux écrans. Je me disais l'autre fois que le 21e siècle, il y a plein de choses super, mais parfois j'envie mes parents rétrospectivement qui n'avaient pas à faire la police des écrans. Bon, il y avait la télé, bien sûr, je suis pas si vieille que ça, mais et je me souviens des tactiques qu'on mettait en place, mes sœurs et moi, pour la regarder le plus de temps possible. Mais aujourd'hui, les écrans, les tablettes, les mobiles, les téléphones, tous les écrans ont vraiment envahi notre vie. Et je pense que dans ma vie de parent, comme peut-être dans celle de plein de parents, ça pose quand même plein de questions. Ouais. Alors, pour ou contre les écrans ? Alors, je sais pas si on peut le poser comme ça, parce qu'en pour, contre, ils sont là, les écrans. Alors, c'est vrai que c'est inédit et il y a aucune génération avant nous qui a eu à faire face à ça. Et c'est arrivé massivement, pratiquement d'un seul coup, hein, Ouais. enfin vraiment en une poignée d'années. Donc, c'est plus, peut-être la question intéressante, c'est plus, plutôt que pour ou contre, c'est plutôt comment... Alors, il y a le quoi. Il y a le combien, combien de temps, le qu'est-ce qu'on regarde, mais ou qu'est-ce qu'on a comme programme, mais surtout comment on s'y prend, comment on va fonctionner ensemble avec la présence de ces activités digitales dans la vie familiale, dans le quotidien. Et du coup, qu'est-ce que vous proposez de faire, qu'est-ce que vous préconisez pour justement régler un peu cette utilisation des écrans ? Ben, ce que je trouve intéressant sur cette histoire de fonctionner ensemble, c'est l'idée de trouver des accords. Alors les accords, c'est vrai que c'est pas simple parce que ça veut dire échanger, pouvoir dire nous parents ce qui nous paraît acceptable, mais entendre aussi notre enfant nous dire ce qui est possible et ce qu'il souhaite, mais aussi ce qu'il pense pouvoir faire, trouver un compromis. Et quand on l'a trouvé, même s'il va pas être, enfin un compromis, ça veut dire des concessions réciproques, mais en particulier que l'enfant puisse entendre aussi que tout va pas être possible. Et une fois qu'on l'a, de l'écrire ou en tout cas de le rendre très explicite. D'accord. Si on l'écrit pas, en tout cas, une sorte de contrat. J'imagine ça dépend de l'âge de l'enfant, mais en tout cas, si c'est possible, on va lire un contrat. Le plus on sera explicite, le plus on pourra s'y référer, en fait. Ouais. Après, l'avoir écrit ne garantit pas tout. C'est-à-dire que ce qui va être important après, c'est le suivi de l'accord.
Parce que le job de l'enfant, c'est de pas le respecter, l'accord. Parce que d'accord, il est OK avec la théorie. Ouais. Oui, effectivement, ce serait bien que je sois pas trop en train de jouer aux jeux vidéo pendant toute la journée. Mais dans ma réalité, quand je suis devant mon jeu vidéo, je vais pas m'arrêter comme ça parce que c'est tellement bien fait que je suis pris dedans Je vais pas et j'en m'arrêter. perds mon raisonnable, bien entendu. D'accord, donc un contrat qui Ouais. soit respectable, c'est-à-dire Oui. que l'enfant n'ait pas trop de difficultés à respecter. Et le rôle des parents, là, donc, c'est vraiment de veiller avec grande vigilance qu'il Ouais. soit appliqué. Oui, le job des parents, c'est de faire respecter l'accord. Le job des enfants, c'est qu'il ne soit pas... c'est de ne pas le respecter, c'est d'essayer d'esquiver. Donc, c'est vrai que le fait qu'il soit explicite, ça nous permet de nous y référer. Et ce qui est très important pour nous en tant que parents, c'est d'admettre d'emblée qu'il n'y aura pas du raisonnable là-dedans et qu'on va être juste dans du mode opératoire. Ouais, c'est une règle, on suit la règle. On va pas attendre que ce soit du spontané. Si on attend que notre enfant soit raisonnable sur ce sujet, ça viendra pas. Okay. Donc, on va faire respecter l'accord. Et si cet accord qu'on a posé, on se rend compte que, en fait, malgré notre vigilance, l'enfant le dépasse tout le temps et qu'en fait, on se sent complètement débordé par l'usage qu'il a des écrans. Là, je parle d'enfants plus d'âge primaire, c'est-à-dire qu'ils sont capables de façon autonome d'utiliser une tablette qui traîne, un téléphone ou... Absolument. Alors, c'est vrai que c'est là qu'on peut vraiment utiliser, non pas la punition, mais ce qu'on appelle, nous, en discipline positive, la conséquence logique, c'est-à-dire quelque chose qu'on a annoncé à l'avance. D'accord. Ça sera une conséquence. C'est-à-dire, si tu ne parviens pas à respecter les termes de notre contrat, alors il se passera ça. D'accord, donc d'emblée, on le dit. Ouais. C'est pas l'espèce de... Parce que ce qui se passe avec les écrans, c'est que en même temps qu'en tant que parent, on est victime de ça et débordé par ça, en même temps, on va brandir... le seul pouvoir qu'on a, c'est de tout débrancher. Et on va parfois le brandir de façon un peu arbitraire, autoritaire. Ouais. Et c'est selon notre bon vouloir. Et nous, ce qu'on veut développer chez eux, c'est le sens des responsabilités, l'autonomisation, prendre des bonnes décisions pour eux. Alors au début, ils peuvent pas par eux-mêmes, donc on les aide jusqu'à ce qu'ils y arrivent par eux-mêmes. Mais ça peut prendre des années. Donc une petite cure de désintoxication des écrans ? Et de temps en temps, c'est hygiénique et ça fait du bien. Et ça permet aussi de faire des allers-retours, c'est-à-dire que l'enfant, sur son chemin d'autonomisation, de responsabilisation, de vivre des moments où ce sera avec et des moments où ce sera sans. Ça permet de visiter une alternative et d'ouvrir des espaces, parce que l'idée, c'est quand même que ce qui nous anime en tant que parents, c'est vrai que c'est très simple de les laisser devant, on en sait quelque chose, puis nous, pendant ce temps-là, on peut être devant aussi, donc, ou derrière. Ce qui va être intéressant, c'est de retrouver des espaces de libération de la créativité, de jeu, de connexion, d'apprentissage de compétences diverses et variées. Ça veut dire que pour nous, parents, il faut aussi qu'on soit en mesure de lâcher nos propres écrans. Ces temps de désintoxication ou d'éloignement des écrans, il faut les partager en famille ? Oui, on sera plus cohérent aussi si on décide qu'on se met dans la boucle. Et puis si surtout, même sans être dans la pure cure où on arrête tout, même sur les entre-deux, entre les temps avec écran et les temps sans écran, qu'on soit vigilant nous aussi à faire vivre d'autres activités, ça veut dire qu'il faut qu'on se rende disponible. Parce qu'en fait, les parents, je me posais la question du modèle. Le parent qui peut être un modèle pour ses enfants, en fait, c'est compliqué quand on est toujours sur un écran de dire à son enfant non, moi je peux, mais toi tu peux pas. Absolument. Donc, alors ça, c'est encore plus vrai avec les grands enfants et les ados qu'avec les tout petits, mais ça reste la question de la cohérence. Comment est-ce qu'on peut demander un effort assez surhumain à un enfant si on ne se l'impose pas à soi-même. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus jamais être sur son téléphone ou son ordinateur. Et puis, peut-être que les enfants peuvent faire la part des choses aussi entre les moments où on y est parce qu'on travaille dessus, où on cherche des infos utiles pour la vie de famille, et les moments où on est strictement en train de... Peut-être l'occasion justement de leur dire qu'on peut avoir plusieurs usages sur les écrans. Chercher de l'information, travailler, jouer, mais qu'en fait, il n'y a pas qu'un seul usage. Parce que moi, ce qui me frappe beaucoup, notamment chez mon fils et ses amis qui viennent parfois à la maison et qui jouent, qui font des jeux vidéo, c'est la façon dont on n'arrive pas à les sortir. Ouais, ça a été un peu étudié, ça ou Tout à fait. Ils sont faits de façon redoutable, ces jeux, évidemment. Ils sont vraiment faits pour accrocher. Et ils sont addictifs parce qu'ils font s'activer dans le cerveau le circuit de la récompense. D'accord. Et alors, c'est vrai pour tous. On en est tous victimes d'une façon ou d'une autre. Mais c'est vrai que pour certaines catégories, c'est plus difficile encore. On observe quand même
que les garçons dans les jeux vidéo sont particulièrement victimes de ça. Après, bien sûr, il y a des filles qui, dans les séries télé, en sont victimes aussi. Ouais. Mais c'est vrai que les garçons, dans ces jeux où ils sont pris par la connexion avec les autres, Ouais, c'est ça, par le parce fait qu'il de y a les gagner autres des aussi. points, bien sûr. Et puis, alors plus particulièrement encore, les enfants qui sont dans les histoires de troubles neurodéveloppementaux, troubles de l'attention, syndrome autistique. On va avoir là, parfois chez eux, des déficits de dopamine dans le cerveau, des choses qui font qu'ils sont en difficulté, malgré leur intelligence, en difficulté notamment attentionnelle. Et donc à D'accord. l'école, ça marche pas forcément très bien. Ok. Et quand ils se retrouvent devant les jeux vidéo, enfin voilà, et ça vient chercher toutes les compétences qu'ils ont. Leur attention est pleine et entière puisqu'ils sont intéressés, captivés. Et là, ils sont vraiment en succès. Qui voudrait et qui ne voudrait pas aller vers ça? Non, c'est sûr. On comprend bien, mais du coup de piloter ça en sachant aussi que ces enfants-là sont encore plus vulnérables que les autres et qu'il faut encore plus les accompagner et les protéger et les aider pour qu'ils développent aussi toutes les autres formes d'intelligence qu'ils ont en eux et toutes les sensibilités qu'ils ne pourront vivre que s'ils font autre chose que d'être uniquement dans ces activités-là. Ouais, donc ce qui est important, si je retiens de tout ce qu'on a dit, de tout ce que vous avez dit, c'est vraiment de comprendre, de réguler, de passer Ouais. un contrat, de le faire appliquer, et puis de montrer aux enfants qu'il n'y a pas que ça, et de leur montrer, nous, en pratiquant moins les écrans, Mhm. qu'il y a d'autres choses à faire Ouais. dans la vie. Donc c'est une vraie discipline et c'est des vrais actes qu'on peut, voilà, sinon on n'a que nos yeux pour pleurer Ouais. et on peut se plaindre à l'éternel, à l'infini. Là, c'est vraiment de s'engager aussi, nous, à ce qu'on veut comme changement pour eux. Pour aider à responsabiliser son enfant, à bien doser son temps d'écran, le coffret Gestion du temps d'écran, un kit ludique à utiliser à la maison par les mêmes auteurs aux éditions Mango. Quoi de mieux qu'une belle histoire pour détourner des écrans l'attention de vos enfants? Je vous conseille donc Les merveilleux contes pour les enfants dans la collection Histoire du soir aux éditions Fleurus. Merci de votre écoute. J'espère que ce podcast vous a plu. Vous pourrez découvrir toutes les références sur la page web du podcast Famille Complice. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode. Nous avons besoin de votre aide pour faire connaître ce podcast et aider d'autres parents sur le chemin de la parentalité positive. Alors n'hésitez pas à en parler et à déposer des notes et commentaires. Pour vous remercier, chaque semaine, nous offrons un exemplaire du livre Petit décodeur illustré de l'enfant en crise d'Anne-Claire Kleindienst et Linda Corazza, par tirage au sort parmi les participants. Merci beaucoup. Vous avez écouté Famille Complice, le podcast qui fait grandir même les parents. Imaginé et réalisé par les éditions Mango. Produit par Georges et Madeleine.